Encastrés sous le lac Léman, la Savoie et la Haute-Savoie sont les derniers départements français avant la Suisse et l'Italie. Ces terres de haute montagne ont longtemps été un royaume à part entière, avec ses princes et ses rois, et ce n'est qu'en 1860 que la Savoie fut définitivement rattachée à la France. Sommets majestueux, pics inaccessibles et glaciers millénaires, voici le pays du Mont Blanc. Au pied des neiges éternelles, les étendues pastorales et les forêts se déploient. Les lacs reflètent les montagnes comme autant de miroirs. La région offre une multitude de panoramas et d'activités qui varient avec les saisons. Quelques kilomètres seulement séparent les douces rives du lac Léman des pentes du massif du Mont Blanc où s'ébattent les marmottes. Et il faut compter 4 mois entre une saison de sport d'hiver et le plaisir de découvrir la flore des Alpes. À partir d'Annecy, nous irons jusqu'à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, puis nous traverserons la Haute-Savoie du nord au sud, en passant par le Mont Blanc. En Savoie, la vallée de la Maurienne sera notre fil conducteur du Mont-Cenis à Chambéry. De là, nous découvrirons le lac du Bourget et nous terminerons notre voyage à Albertville, qui accueillit les Jeux Olympiques de 1992. Ancienne capitale régionale aussi importante que Genève, Annecy compte aujourd'hui 50 000 habitants. Ses activités économiques et industrielles sont toujours en plein essor, mais elles restent discrètes afin de ne pas nuire au site. Parmi les plus anciennes, la fonderie Paccard exporte encore des cloches dans le monde entier. On lui doit la célèbre savoyarde de 19 tonnes qui sonne régulièrement les heures au Sacré-Cœur de Montmartre. Le grand four des fonderies Paccard a 120 ans. Il ne sert plus très souvent. Des fours plus petits et moins gourmands en bois de chauffage l'ont remplacé. La vieille ville piétonne évoque les grandes figures d'Annecy. François de Sales, humaniste et père spirituel, décédé en 1622, puis canonisé 40 ans plus tard. Jean-Jacques Rousseau, qui, fuyant Genève, rencontra sa muse, Madame de Warens, dans la cour du palais épiscopal. Le lac est profond de 65 mètres maximum. Il se divise en 2 parties, le grand et le petit lac. Avec ses 27 km², il est suffisamment vaste pour offrir à ses visiteurs une pléiade d'activités nautiques à la surface de l'eau ou très aériennes si l'on décide de plonger du haut du col de la Forclaz. En remontant le Fier, nous parvenons dans le massif des Aravis, à côté du village de Thônes. C'est là que nous rencontrons M. Ginestet. Archéologue, il travaille sur le site depuis 25 ans et ne cesse de faire des découvertes qui nous permettent d'imaginer comment nos lointains ancêtres vivaient il y a des milliers d'années. Alors en descendant, on va remonter le temps de l'actuel jusqu'à la dernière glaciation. Voilà.
On y va, vas-y. Il est à remarquer tout de même que cette coupe est pour ainsi dire unique en Savoie. On lit les hommes de la préhistoire habitaient dans des grottes. En fait, les hommes préhistoriques comme nous maintenant, puisque ces hommes en fait ce sont les Cro-Magnons, c'est-à-dire nous, aimaient bien le soleil, aimaient bien voir les étoiles le soir, donc ils avaient un habitat généralement de plein air. Les abris sous roche, tel celui où nous sommes, offrent effectivement un habitat un peu plus sécurisant, puisque côté montagne, on ne craint pas l'arrivée soit de bêtes sauvages, soit peut-être de tribus voisines qui venaient embêter donc la tribu occupante. Dans ces abris, l'hiver il fait froid, donc nécessité de construire dans l'abri un abri artificiel, tel par exemple une hutte. Alors nous, bien sûr, nous ne retrouvons pas ces huttes, mais nous retrouvons les trous de piquet, les blocs de calage des poteaux. Qu'est-ce que tu as trouvé, Vincent? Un silex retouché. Et nous, dans nos recherches, nous n'avons pas d'écrit, mais seulement des restes de repas, des restes d'activités humaines telles que la taille du silex, des restes de céramique qu'il faisait. En fait, dans beaucoup de ces sites-là, on fouille les poubelles. Voilà bien longtemps déjà que le chalet a remplacé la hutte. Au Grand Bornand, nous découvrons la construction traditionnelle des chalets. Dans cette vallée, les municipalités, soucieuses de la préservation de leur patrimoine, ont réhabilité les tavaillons, ces tuiles de bois que l'on trouve maintenant sur toutes les toitures. Voilà. Il faut prendre du très bon bois pour faire des tavaillons. Et qu'il n'y ait pas trop de nœuds. Puis pas trop de nœuds. Aujourd'hui, sur les chantiers, passé et présent se rejoignent. Il est vrai que ces chalets ont fait leurs preuves au fil des hivers très rudes de la région. Hein? C'est un habitat, je dirais, qui est conçu pour habiter en hiver, pour s'isoler au mieux du froid. Les pièces étaient très petites, avec peu d'ouverture, pour éviter de perdre le minimum de chaleur. Évidemment, la vie pouvait paraître assez austère, puisqu'on vivait souvent dans la pénombre. Pour la construction de ces chalets, il fallait certainement des années. Alors l'entraide était très importante, c'est vrai, à cette époque. On avait besoin de son voisin et c'était une vie souvent, je dirais, concentrée par hameaux. Les gens vivaient entre hameaux, ils faisaient la veillée dans leur petit hameau. C'était la vie d'autrefois. Rejoignons à présent les bords du lac Léman à Thonon-les-Bains. Nous sommes redescendus à 372 mètres d'altitude. Le lac Léman a la forme d'un croissant, long de 72 km. Sa largeur ne dépasse pas 13 km. En face, c'est la Suisse.
Les échanges de chaleur entre l'atmosphère et les eaux du lac sont responsables du microclimat très agréable pour les riverains, comme pour les visiteurs. Peut-être alors serez-vous sensible à ce qu'on nomme ici la molle du lac, c'est-à-dire cette envie de ne rien faire de contraignant et de se laisser vivre. Superbe, la côte réunit plage et alpage, montagne et clapotis. Thonon est bâti sur une terrasse qui domine le Léman. Extraordinairement bien fleurie et rafraîchie par de nombreuses fontaines qui rappellent sans cesse sa vocation de ville d'eau. Le château de Sonnaz abrite maintenant un musée régional. C'est en descendant ces escaliers que l'on rejoindra le quartier du port. À moins que l'on ne prenne le funiculaire qui relie la corniche et ses belvédères au bord du lac. Tous les bateaux qui acheminent biens et personnes sur le Léman appartiennent à une compagnie suisse, la CGN, qui a le monopole des transports sur le lac. C'est donc sous pavillon suisse que nous embarquerons à destination d'Ivoire. Après une demi-heure de traversée, nous atteignons un village médiéval au charme simple et tranquille. Dès les beaux jours, il se pare de gerbes de fleurs multicolores. Au château, il faut se perdre dans le labyrinthe des 5 sens, reconstitution d'un jardin médiéval. Au début du XIVe siècle, les architectes militaires d'Amédée le Grand, comte de Savoie, fortifièrent cette petite seigneurie. Depuis, le tracé des rues n'a pas changé. Ivoire est un lieu de rêve et de dépaysement qui n'est plus, à présent, envahi que par les touristes. En quittant Thonon, nous passons un moment au château de Ripaille. Ce château du XVe siècle et ses vignobles, à l'appellation d'origine contrôlée, ont remplacé en partie la forêt où chassaient les comtes de Savoie au Moyen Âge. Après Évian, nous quittons les bords du Léman et le Chablais et nous gagnons la chaîne des Portes du Soleil, direction Abondance. Remarquablement restaurées, les fresques du cloître racontent la vie de la Vierge. Alors on retrouve dans ce cloître des peintures qui sont consacrées au personnage de la Vierge Marie. Dans chaque clé de voûte, nous pouvons voir des médaillons qui représentent soit les signes du zodiaque, soit les travaux que l'on réalisait chaque mois de l'année. Ainsi, on peut voir au mois de décembre un homme qui est assis sur un cochon, tout simplement parce qu'au mois de décembre, nous avions pour tradition de tuer le cochon et de faire les réserves de viande pour l'hiver. Un peu plus loin, on pourra voir un apiculteur et une ruche, cela représente le mois d'août. Nous quittons Abondance pour emprunter la route d'Avoriaz. Le lac de Montrion, dans son écrin de sapin,
nous retient le temps d'un bol d'air. C'est foutu, hein. Jeune, hein. Cette année, Avoriaz fête ses 25 ans. La station, qui a déguisé ses immeubles en rochers, fait toujours recette, été comme hiver. Mais pourquoi vient-on ici? Parce que je suis déjà venu l'hiver, puis ça me plaisait bien. Et je trouve que c'est une architecture. Non, parce qu'il n'y a pas de voiture surtout. Pour les gosses, c'est bien. C'est parce qu'il y a plein d'animations, on peut faire du cheval, du golf, il y a tout ce qu'il faut. Puis la montagne, c'est le grand air, ça fait du bien, changer un peu d'air. Bah, c'est une architecture assez moderne. Ah, c'est super génial. Franchement, venir. À chaque virage, une surprise. Derrière chaque sommet, un nouveau point de vue. La Savoie ne cesse de nous surprendre. Samoins, nettement plus traditionnel qu'Avoriaz, peut être fier de ses 2000 habitants. Ce petit village a vu naître la confrérie des maçons qui s'est distinguée dans toute la France, notamment lors des grands travaux de Vauban, puis à l'étranger jusqu'en Louisiane. C'est également ici qu'est née Mademoiselle Jay. Partie travailler à Paris comme simple vendeuse, elle finit par y faire fortune en épousant Monsieur Cognac. Les époux Cognac-Jay créèrent la Samaritaine, puis n'ayant pas eu d'enfants, se consacrèrent à des œuvres de charité. Madame, fidèle à son village natal, lui légua un jardin botanique et une chapelle, la Jaïsinia. La Jaïsinia rassemble des plantes de montagne des régions tempérées du monde entier. Nous arrivons à Taninges. Sa chartreuse de Mélan accueille des expositions d'art contemporain chaque été. Et si vous voulez accéder en Suisse ou en Italie, en Suisse ici, que faut-il faire? Il faut passer l'école. Et il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, on passait l'école. La chartreuse de Mélan, à Taninges, nous conduit tout naturellement vers la route de la sculpture à Passy. Montagne et art contemporain font bon ménage. Similitude des formes, contours des sommets, plastique des reliefs. Sculptures et paysages se confondent pendant une dizaine de kilomètres. Et voici le roi des sommets, le Mont Blanc.
Le Mont Blanc surclasse toutes les autres montagnes d'Europe, autant par son altitude que par la beauté de ses glaciers et de ses aiguilles de granit. Si le versant français a des allures de géant débonnaire, côté italien, c'est une sombre paroi au pic acéré dont l'ascension est très dangereuse. Les célèbres 4807 mètres furent atteints la première fois en août 1786 par le médecin Michel Gabriel Paccard. La première femme parvenue en haut fut Marie Paradis, c'était en 1809. La montagne est dangereuse et redoutable pour qui l'oublie. Avalanches, dévissages, chutes de pierres, mauvais temps, traîtrise du sol et de la neige, eau glaciale des lacs d'altitude, désorientation et mauvaise appréciation des distances peuvent surprendre celui qui ne respecte pas les règles élémentaires de sécurité. Une bonne préparation physique et un équipement adapté évitent bien des accidents. Près des Ouches, face au massif du Mont Blanc, l'élevage de Monsieur et Madame Dumont est unique. Introduits en Europe par les Romains, qui les appelaient molosses, les Saint-Bernard ont d'abord été gardiens de caserne. À la fin du XVIIe siècle, on les retrouve au monastère du Grand Saint-Bernard. L'isolement des montagnes a préservé la race. Les moines les avaient dressés à rechercher les voyageurs égarés dans le brouillard et la neige. Avant tout, notre élevage, c'est une passion qui date depuis 18 ans. On est amoureux de ce Saint-Bernard à poil court, qui est un chien qui est en voie de disparition à l'heure actuelle, puisque en France, on n'en dénombre pas 200. On est d'ailleurs le seul élevage en France à essayer de le conserver. Tu peux voir tout ce poil que tu perds en ce moment, c'est la mue. Hein? Alors ce chien, grâce à ce poil court, était très adapté puisque la neige ne s'accrochait pas au pelage. Ils ont également des pattes palmées qui leur permettaient de faire raquette, de bien marcher. Voilà les pattes palmées. Et en plus, ils ont un flair très développé puisqu'ils étaient capables de sentir l'odeur humaine à plus d'1 kilomètre. Mais enfin, nos Saint-Bernard sont toujours représentés actuellement avec un tonneau sous leur cou. Ce n'était pas par contre du rhum, ça devait être une boisson chaude, peut-être du thé ou du café qui était utilisé à cette époque. Et on garde cette image parce que c'est l'image très sympathique de nos Saint-Bernard. Entre autres, nous faisons visiter notre chenil très souvent par des enfants, aux enfants. Et un jour, une petite fille m'a demandé à partir de quel âge le tonneau poussait autour du cou des chiens. Le Saint-Bernard est aussi incontournable en Savoie que les concours de bûcherons. Après de tels efforts, rien ne vaut une petite fondue savoyarde. En voici la recette. Alors pour faire une fondue savoyarde, on utilise donc 3 sortes de fromage. Vous avez ici le Beaufort, fromage typique de la vallée du Beaufortin qui a sa semelle concave. Vous avez également du comté, donc vieilli, affiné environ 10 mois. Et vous avez aussi de l'emmental qui lui a à peu près 8 mois d'affinage. On va donc mettre le crépi. On en met un bon verre par personne. Tout ce fromage est donc mis dans le vin froid. On prend ce fromage avec le vin blanc et on va le faire cuire. Une fois la cuisson terminée, un petit peu de kirsch.
Bien plus petit que la Vanoise, le parc de Merlet nous offre à coup sûr de merveilleuses rencontres avec les animaux de la Savoie. Bouquetins, daims, cerfs et marmottes sont ici en liberté, dans un cadre extraordinaire face au Mont Blanc. Donc le parc fait 23 hectares et il a été lancé par un chamois qui s'appelait Bambi et qui a lancé le parc parce qu'il était très apprivoisé. Donc il venait manger les repas à la buvette, tout le monde pouvait le toucher. C'est donc ça qui a lancé le parc. Puis le parc s'est agrandi, donc on a acheté des animaux qui se sont bien reproduits. On a environ une vingtaine de naissances par an. Et maintenant, on a beaucoup de monde et ça marche bien. Laissons les marmottes à leur jeu de plein air et partons à la découverte du Beaufortin. Ces terres d'alpage sont le domaine des vaches tarines, dont le lait sert à la fabrication du prince des gruyères, le Beaufort. La tradition de fabrication du Beaufort, elle est la même qu'elle était au début. On emploie toujours pour faire cailler le lait, la présure obtenue grâce à la caillette de veau. Il est toujours mis dans une toile, il est toujours, comme vous le voyez, affiné sur des rayons en épicéa et salé avec le gros sel. Dans le Beaufortin, les habitations sont très disséminées. Les villages sont plutôt des groupes de hameaux minuscules aux maisons éparpillées. Balcons de bois, petites chapelles, vieilles granges semblent surgir du siècle dernier. Pourtant, la Savoie est en accord avec le XXe siècle. Le barrage de Roselande est une prouesse technique. Ses eaux sont précipitées d'une hauteur de 1200 mètres vers la centrale électrique en Basse-Tarentaise. Faisons une incursion dans le massif de la Tarentaise, aux Arcs, puis à Courchevel, le temps d'un hiver. La création des stations de sport d'hiver a entraîné des poussées d'urbanisation qui surprennent au prime abord. Mais l'hiver, lorsque la nature s'endort, la métamorphose du paysage est totale. La Tarentaise offre aux amateurs de neige de gigantesques domaines skiables de renommée internationale. Le long de ces pistes résonnent encore les noms de Killy, Picard, Guetchel et d'autres qui emportèrent tant de compétitions. Il y a des stations pour tous les styles, que l'on soit débutant ou futur champion. Toutes sont très bien pourvues en télécabine comme en remontée mécanique.
À la fonte des neiges, la Savoie nous dévoile de nouveaux paysages. Nous reprenons la route le long de l'Arc. Bonneval-sur-Arc est la commune la plus haute du massif de la Maurienne, avec ses 1835 mètres d'altitude. Nous nous arrêtons quelques kilomètres plus loin, à Bessan. Bessan a su rester un des foyers d'art populaire les plus actifs des Alpes grâce à ses diables. À cette époque, au milieu du 19e siècle, vivait à Bessan un sculpteur qui s'appelait Étienne Vincendet et que l'on surnommait Étienne Dessin parce qu'il faisait surtout des personnages religieux pour les chapelles, pour les églises. Et pour une sombre histoire de repas annuel que le curé avait refusé au chantre, eh bien notre ami Étienne était en très mauvais termes avec le curé du village. Et pour se venger du curé, il eut l'idée de sculpter un diable en portant sous son bras un curé qu'il est allé poser sur la fenêtre du curé au petit matin avant le lever du jour. Et un jour, remontant la vallée, un étranger passait devant la fenêtre du sacristain, il a vu le diable et il lui a acheté. Et l'autre il s'est dit, mais peut-être que ça se vend aussi bien que les bons dieux. Les gens qui veulent vraiment un souvenir très particulier de Bessan, eh bien, emportent avec eux un diable. Croire au diable, pourquoi pas? Le diable à Bessan, il est là, il est présent, et j'espère encore pour très longtemps. C'est un symbole, c'est le symbole du mal, c'était le symbole du mal. Aujourd'hui, le diable de Bessan, c'est un bon diable, et de faire un bout de route avec lui, ça peut pas faire de mal. Et puis comme on n'est jamais sûr de rien, eh bien, on sculpte des diables, mais on sculpte des saints, des anges, des vierges. Il faut se mettre bien avec tout le monde, on ne sait jamais. Après ces diablotins bien humains, nous rencontrons l'infini au lac du Mont-Cenis. Cette immense retenue d'eau, dont un sixième appartient à l'Italie, est dominée par des montagnes de 3000 mètres d'altitude. Nous sommes dans un monde à part où les hommes, comme les bêtes, doivent triompher chaque année de 6 à 8 mois d'hiver. Les forts de l'Essaillon furent bâtis au début du XIXe siècle par les Italiens. Ils devaient protéger la Maurienne et le Piémont d'une invasion française. Pour les géographes, c'est le début de la vallée de la Maurienne. Cette vallée correspond à la vallée de l'Arc, longue de 120 km. Elle relie la France à l'Italie. Depuis le Moyen-Âge, elle a vu défiler des milliers de commerçants, de pèlerins et de soldats. De nos jours, la vallée est toujours une importante voie de communication. Elle s'est transformée en un gigantesque complexe industriel sur l'axe Chambéry-Turin.
Et nous voici à Chambéry, préfecture de la Savoie. Chambéry est l'ancienne capitale de la Savoie. Elle conserve une empreinte italienne. La fontaine des éléphants, construite en l'honneur du général comte de Boigne, est le monument le plus populaire de la ville. Les demi-pachydermes rappellent le séjour aux Indes de cet aventurier qui en revint riche comme un nabab. Après une halte aux terrasses des cafés de la place Saint-Léger, un petit tour au château, actuellement reconverti en préfecture. « 13 fois plus petit que le Léman, le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France et le plus profond. Les communes riveraines sont équipées de ports de plaisance et de plages. Le canal de Savières relie le lac au Rhône, 3 km plus au nord. Contrairement au lac d'Annecy, le lac du Bourget n'a jamais gelé de mémoire d'homme. Mais comme le Léman, il subit parfois de terribles coups de vent. Ses rives sauvages et le ton changeant de ses eaux n'ont jamais cessé d'inciter ses admirateurs à la rêverie. Ce sont les romantiques, Lamartine en tête, qui lui apportèrent la consécration. Dressée au bord du lac, symbole des Savoies, entre l'eau et les sommets, l'abbaye de Hautecombe abrite les tombeaux des 42 princes et princesses de Savoie. Nous quitterons la Savoie avec le merveilleux souvenir de l'ouverture des Jeux Olympiques à Albertville. Rappelez-vous, c'était en 1992. Les chorégraphies sont signées Philippe Découfflé. Ces cérémonies ont rendu célèbre dans le monde entier la Savoie, donnant envie à ceux qui ne la connaissaient pas d'y aller et à ses amateurs la satisfaction de voir leur région préférée immortalisée par le passage de la flamme olympique.